Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et ce tout nouvel épisode de mon nouveau format que je vous propose depuis fin d'année dernière, mais qui va vraiment arriver et que je vais mettre à contribution en cette année 2024. Voilà, c'est les petites résolutions. Donc je vous en parle, c'est un nouveau format dans lequel je vais tenter de vous expliquer et de vous parler donc de 3-4 jeux, peut-être plus 3 que 4, mais en tout cas les découvertes que j'ai pu faire chaque semaine en matière de nouveautés ludiques, mais peut-être aussi des jeux qui ont quelques mois et peut-être même de oldies, on verra tout ça, mais en tout cas vous partagez mon ressenti à chaud sur ces jeux-là, et peut-être donc vous donner envie, vous aussi, de les découvrir. Mais avant ça les amis, je compte sur vous pour me lâcher vos meilleurs pouces, les pouces bleus qui encouragent tous les créateurs de contenu. C'est ça qui va nous permettre vraiment une meilleure visibilité et nous permettre aussi de nous encourager à vous proposer et savoir ce qui vous plaît vraiment dans tous les contenus qu'on peut vous proposer ici, bien sûr en matière ludique. Donc je compte sur vous pour me lâcher vos meilleurs pouces et bien sûr d'aller vous abonner si ça n'a pas déjà été fait et d'activer la petite cloche pour être au courant évidemment des prochaines vidéos que je vous proposerai évidemment sur la chaîne. Maintenant que les formalités sont présentées, voyons les jeux qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc il va y avoir Cats in the Box, donc un jeu de pli vraiment pour moi plutôt révolutionnaire et très encourageant. On va voir Cascadia, mais son extension avec Paysage qui vient d'arriver aussi à la maison et qui est donc la première, peut-être la dernière extension de Cascadia, un jeu que j'avais adoré en 2022 qui faisait partie donc de mon top, mais aussi la beauté initiée qui est sortie récemment, c'est The Veil of Eternity, un jeu que j'affectionne tout particulièrement, un top jeu. Je vous laisse vous installer comme il se doit, c'est parti. On va commencer donc par Cascadia Paysage, mais avant de parler de Cascadia Paysage, on va faire un tout petit rappel sur Cascadia premier du nom. Cascadia, c'est un jeu de collection et de pose de tuiles vraiment très savoureux, très familial et qui est un top jeu que j'avais mis donc dans mon top de mes jeux favoris de 2022. C'est un jeu accessible et qui va demander à chacun des tours, 20 tours de jeu pour être exact, de sélectionner une tuile avec le jeton animal qui serait associé. Ces associations seront totalement hasardeuses, mais vous pourrez peut-être moduler vos choix, notamment en dépensant des petits jetons nature que vous pourrez avoir si vous arrivez à poser un animal dans son environnement de prédilection, son environnement favori. Le but du jeu sera d'essayer de confectionner un paysage le plus harmonieux possible, d'essayer de faire des zones les plus grandes possibles, mais aussi de poser les animaux dans leur environnement adéquat. Ce qui va donner aussi un scoring particulier qui va différer en fonction des parties que vous mettrez en place, car chaque animal, au nombre de 5 différents, chaque animal pourrait être en 4 configurations. Par exemple, pouvoir avoir des ours qui vont être solitaires, les aigles qui devront n'avoir aucun aigle autour d'eux, les renards qui vont avoir des particularités, etc. Voilà, le jeu va demander de bien comprendre le scoring pour pouvoir établir sa stratégie vis-à-vis des tuiles qui vont être à disposition et savoir qu'est-ce qu'on va devoir choisir pour son jeu, mais aussi bien sûr essayer de contrer les adversaires. Paysage, qu'est-ce que ça nous amène de plus? Déjà ça nous permet de jouer de 5 à 6 joueurs, alors que dans la boîte initiale on pouvait jouer que jusqu'à 4. Pour moi c'est une configuration qui est quand même très bien. 5-6 ça risque d'être un petit peu longué, et d'ailleurs dans les règles de Cascadia Paysage, il propose une disposition pour faire des jeux plus rapides avec seulement 15 tours de jeu au lieu de 20, donc 15 sélections qui nous demandent de positionner, tout comme dans la partie que vous jouerez, mais cette fois-ci de manière propre et devant vous, une tuile avec un jeton animal et que vous pourrez sélectionner donc 5 fois au maximum, avec toujours la possibilité de jouer des jetons nature, les jokers, pour essayer de moduler vos choix, mais que vous pourrez faire donc pendant les tours adverses, mais seulement 5 fois, ce qui fera donc les 5 tours bonus, mais qui seront propres que à vous. Est-ce que c'était nécessaire? Quand on jouera à 5 ou 6, probablement, mais moi c'est pas forcément une configuration dans laquelle j'y jouerai. La deuxième chose, évidemment, c'est d'aller créer des paysages un peu plus florissants. Et pour cela, quand on aura réussi à constituer une zone de 5, minimum 5 tuiles adjacentes avec le même paysage, on aura le loisir donc soit de prendre l'animal comme d'habitude, ou alors de prendre le jeton paysage en bois, toujours magnifique, ça c'est très épuré, c'est super, de prendre ce jeton là, de le positionner sur cette tuile, ce qui va aussi nous empêcher de pouvoir scorer avec l'animal correspondant. Donc il y a un peu plus de choix à faire, et donc pour moi ça rend aussi le jeu un petit peu moins accessible. En plus de poser ce jeton-là, il y aura évidemment quelque chose en plus, c'est-à-dire qu'on pourra au loisir choisir parmi les cartes qu'il y aurait de scoring particulier, des sortes d'objectifs personnels, parmi ceux qui seraient encore disponibles. Ces cartes objectifs disponibles seront dépendants du nombre de joueurs. Si vous êtes à 2 joueurs, il y aura 2 cartes disponibles. Donc ça sera aussi
premier arrivé, premier service, qui va permettre aussi de moduler ses choix en fonction de si on ne voulait pas se bloquer dans notre stratégie par rapport à un animal qu'on voudrait poser, et peut-être essayer de se donner un peu plus de bénéfices dans les points vis-à-vis d'un scoring qui serait totalement personnel. Est-ce que ça complexifie le jeu? Oui, ça le rend pour moi, comme je vous disais, un peu moins accessible, ça le rend un peu plus initié. Est-ce que c'était vraiment indispensable? Je pense pas. Bien sûr qu'on apprécie jouer, ça rend les parties pour moi plus longues, même à deux, alors que c'était quelque chose qui pouvait très vite tourner en 15-20 minutes. Ici, ça peut donner une bonne 30 minutes quand même pour faire des petites parties. Ça le rend pour moi en tout cas un peu moins fluide et donc peut-être un peu moins facile aussi à présenter à des joueurs occasionnels, ce qui était quand même la grande force de Cascadia, premier du nom, qui me permettait donc de proposer un jeu de tuiles plutôt accessible, familial, et aussi qui donnait envie peut-être à ces joueurs de découvrir l'univers du jeu de société. Ici, ça reste un poil plus complexe, ça permettra aux joueurs qui auraient apprécié le jeu et qui l'auraient pensé, peut-être de se trouver de nouveaux challenges, peut-être pas indispensables, mais ça reste une excellente extension. Le deuxième jeu dont on va parler ici, c'est un jeu de pli qui est totalement atypique, que j'ai découvert un petit peu sur le tard et qui m'a fait un effet d'une bombe. C'est pas pour rien que beaucoup estiment qu'il serait peut-être proposé pour peut-être remporter l'As d'or initié qui arrive dans quelques semaines. C'est Cat in the Box. Comme je vous disais, Cat in the Box, c'est un jeu de pli qui révolutionne un petit peu le genre, car un peu à la manière d'un Skull King, on va devoir parier initialement sur le nombre de plis qu'on va remporter. Ça ne sera pas totalement déterminant, mais ça va nous permettre de scorer un petit peu plus. L'autre grande particularité de Cat in the Box, c'est que c'est un jeu dans lequel on va faire des plis, mais aucune couleur ne sera déterminée sur les cartes. Toutes les cartes sont neutres, et c'est le joueur actif qui va devoir décider quelle va être la couleur à suivre pour le tour de jeu à venir. Les autres joueurs auront le loisir de suivre ou pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est ce qui va donner une grande liberté au jeu et peut-être aussi perturber les joueurs. Même moi, ça m'a perturbé sur les premiers tours de jeu que j'ai pu faire. Le but du jeu sera peut-être de remporter des plis, car à la fin de la manche, on remportera un point par pli qu'on aura devant nous. Mais si on avait réussi à établir le pari et la prédiction qu'on aurait fait, peut-être de gagner 1, 2 ou 3 plis, ça dépendra là aussi du nombre de joueurs, il y aura différentes configurations qui seront proposées, on pourra aussi comptabiliser les jetons qu'on aurait mis sur la piste face à nous. À chaque fois qu'on va poser une carte avec la couleur qu'on aura choisie, on va poser un jeton à notre effigie sur le plateau central. Et ça va peut-être faire des zones, et si une zone comporte plusieurs de nos jetons qui sont liés orthogonalement, en remportant le nombre de prix prédit, on va pouvoir additionner aussi le nombre de jetons adjacents à notre couleur. Donc ça va permettre bien sûr de scorer davantage, mais attention, car bien sûr comme on a le choix, peut-être qu'à un moment donné, on ne pourra plus poser aucune carte. Et c'est ça qu'on va appeler le paradoxe. C'est ce qui va mettre fin aussi à la manche. Celui qui a déclenché le paradoxe va perdre autant de points qu'il aura constitué de plis. Voilà, donc on va essayer de remporter des plis, on va essayer de constituer des zones, on va aussi essayer de respecter son pari. C'est quand même assez brillant, ça reste plutôt fluide malgré une complexité à l'expliquer oralement, mais c'est un jeu qui est bouleversant car on va choisir non pas ses cartes forcément pour gagner des plis ou les perdre, comme dans un Skull King par exemple, mais aussi pour essayer de remporter son pari ou alors d'établir sur le plateau la zone la plus grande avec notre couleur, donc peut-être aussi de bloquer les adversaires. Système de zonage, système de liberté aussi, c'est un jeu qui est fabuleux. La thématique, bien sûr, elle plaira au plus grand nombre, même si pour moi ça reste anecdotique, mais c'est un petit jeu avec de grandes sensations. C'est plutôt longué car on va jouer en général 4 manches. Là aussi ça sera dépendant du nombre de joueurs, mais c'est à peu près une grosse demi-heure pour des parties. C'est pas à négliger non plus, mais c'est un jeu qui bouleverse un petit peu le jeu de pli. Ça fait du bien, hein. Franchement il faut se l'avouer, ça fait du bien d'avoir quelque chose d'assez audacieux, quelque chose qui a fait grand bruit à l'international, et Matagot l'a localisé ici en France avec une édition qui est toute soignée, qui est toute belle. Il y a aussi une version deluxe qui pour moi est un peu
trop cher pour ce que c'est, même si quand on aime les jeux, on a toujours envie d'avoir quelque chose de propre. Peut-être que vous vous laisserez tenter. Donc Cat in the Box, c'est un jeu qu'on arrive très facilement néanmoins à sortir et qui plaira à coup sûr au plus grand nombre. Le troisième jeu de cet épisode numéro 3, c'est The Veil of Eternity. On va pas y revenir 40 ans dessus, beaucoup de gens en ont parlé. J'en ai fait une toute petite review aussi sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. The Veil of Eternity, je pense qu'il sera nommé avec lui pour peut-être l'As d'or initié de cette année 2023. C'est un jeu de collection, c'est un jeu de combinaison et c'est un jeu aussi de gestion de main. Pas forcément de collection d'ailleurs, mais plutôt une gestion de main. C'est un jeu un peu à la manière d'un dresseur Pokémon, et on va essayer de récupérer, d'apprivoiser et aussi peut-être d'invoquer des créatures pour leur effet unique qu'elles possèdent. Réparties en 5 classes de créatures, on va essayer donc de les récupérer. Comment on les récupère? Grâce à un draft ultra intelligent, ça a déjà été vu, mais là ça nous permet d'avoir un draft intelligent où on a la possibilité de voir l'intégralité des cartes et ce qu'on pourrait donc laisser à n'importe quel adversaire, que vous soyez 2, 3, 4, vous pourrez voir ce que vous allez laisser aux autres, pas seulement d'avoir les cartes en main. Et là, le premier joueur va positionner un jeton pour le bloquer, et le deuxième joueur va faire de même, le troisième, etc., le quatrième, et le quatrième va pouvoir faire un deuxième choix immédiatement, on remonte au troisième, au deuxième, et enfin au premier. Bloquer la créature, ça ne veut pas dire qu'on va la garder, on aura le loisir donc de la vendre pour les jetons qu'il y aurait en fonction de la famille de cette créature-là, on pourra la récupérer dans notre main, tenter donc de l'invoquer un petit peu plus tard, ou on pourra aussi invoquer cette carte-là, même toute celle qu'on a en main, pour le coup qu'il y aurait marqué. Sachant que c'est quelque chose c'est ça qui fait aussi la force du jeu, c'est que la capacité d'invocation des créatures qu'on pourrait avoir dans notre terrain dépendra du numéro de la manche en cours. Première manche, une seule créature possible. Deuxième manche, 2 créatures possibles, etc. Au maximum, 10. Donc on pourra tout aussi essayer de se délester de certains monstres. Il y aura des effets qui vont être à ne pas négliger, peut-être pour récupérer des cartes ou les faire sortir de notre jeu, pour y glisser une autre carte qui serait plus avantageuse pour notre stratégie, mais on pourrait, si on souhaite la vendre, le coût de vente sera aussi dépendant de la manche en cours, et là ça risque d'être compliqué, car le nombre de pièces, de joyaux je crois que ça s'appelle, qu'on pourra avoir en un instant donné, est limité à 4, peu importe leur valeur, et le jeu ne rendra jamais la monnaie. Vous invoquez une créature à 5, vous utilisez un jeton de 6, le 1 qui resterait, c'est perdu, et on ne pourra avoir que 4 jetons comme je vous disais, et impossibilité donc de faire de la monnaie non plus. Si vous avez 3 jetons de 1, vous ne pourrez pas dire, tiens je les échange contre un jeton de 3, ça c'est interdit aussi. À vous de bien réfléchir, à vous de bien combiner les choses, et c'est ça qui est extrêmement jouissif dans ce jeu. Les 70 cartes que le jeu comporte sont toutes avec des capacités uniques, avec des cartes qui semblent plus ou moins puissantes, et c'est ça qui fait aussi la grande force du jeu, c'est que chaque partie est vraiment unique par rapport aussi à la sortie des nouvelles cartes, car les cartes qu'on va mettre en jeu à chacune des manches seront dépendantes du nombre de joueurs. On va mettre 2 cartes par nombre de joueurs autour de la table. Et donc il y a des cartes qui seront très fortes au début, sur lesquelles peut-être on va miser toute notre stratégie à venir, et au contraire sur l'autre partie, cette carte-là elle arrivera à la fin, peut-être un petit peu trop tard, et donc on va devoir moduler, et chaque partie sera totalement différente. Pour y avoir fait de nombreuses parties, et notamment avec des joueurs, Alexandre, si tu passes par là, qui apprécient énormément ce genre de jeu, même s'il y a des joueurs qui sont extrêmement expérimentés et qui pensent à coup sûr avoir gagné, la partie n'est jamais finie, et j'ai pu en faire l'expérience plusieurs fois, et me faire moi aussi prendre à mon propre jeu. L'édition est canon, le prix est plutôt attractif, c'est une localisation de chez BlackRock, il y a quelques petites choses qui me dérangent un petit peu, rien de rébarbatif, mais le plateau de choix des cartes, on doit les disposer au milieu, je trouve que la lisibilité est pas optimum, donc on aura vite fait des fois de les disposer en ligne comme sur BGA. Si vous êtes un joueur alpha, vous pourrez jouer aussi sur BGA, et aussi le petit totem, pas le totem parce que le totem il définit le premier joueur, mais le dragon là, voilà en carton, c'est beau, mais ça n'amène absolument rien dans le gameplay. C'est un jeu qui est plutôt rapide, plutôt furieux, et qui va mettre toute votre intelligence combinatoire au profit d'un scoring qui peut être très prolifique. La partie se finit quand on arrive à la 10e manche ou qu'un joueur a dépassé les 60 points, et auquel cas, on regarde, on finit la manche en cours, on regarde qui
a le plus de points. Il sera tout simplement déclaré le meilleur dresseur. Petit frère spirituel peut-être d'un jeu que j'affectionne, deux jeux que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, c'est Seasons de chez Libellude. D'ailleurs, quand vous voulez, vous nous faites des jeux de ce même gabarit, c'était vraiment trop bien Seasons. Et aussi Res Arcana, mais vraiment dans une version un petit peu moins experte, beaucoup plus abordable, mais qui reste quand même pour des joueurs qui aiment jouer vraiment. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette sélection aussi vous aura peut-être donné des envies. N'hésitez pas, des commentaires, si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve sur les réseaux, ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à mettre vraiment les pouces pour mettre en avant les créateurs de contenu que vous appréciez le plus. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage vraiment. Vous imaginez pas à quel point ça peut nous encourager. Et de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour aller voir tout ce que je vous ai profilé ces dernières semaines. Je vous dis à la semaine prochaine les amis, jouez bien. Ciao.